Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Clément Lacouette-Fougère, je suis enseignant à Sciences Po et chercheur associé au laboratoire Printemps de l'Université Paris-Saclay. Je suis spécialisé en évaluation des politiques publiques, un thème que j'aborde sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'analyse des processus d'institutionnalisation de l'évaluation en France et à l'étranger, et un second aspect qui est l'analyse des méthodes d'évaluation, qu'elles soient plutôt qualitative, centrée sur la mise en œuvre des politiques publiques, ou plutôt quantitative, centrée sur l'étude et la mesure des impacts des politiques publiques. Et alors aujourd'hui, on s'intéressera à une autre forme d'évaluation des politiques publiques, puisque je vous présenterai les enjeux de l'évaluation participative des politiques éducatives. Sur la base d'une revue de littérature que nous avons réalisée avec Paul Coton, qui est doctorant à Sciences Po Lyon au laboratoire Triangle et qui connaît bien les dispositifs participatifs. Une revue de littérature qui va se baser sur l'analyse d'environ 80 références françaises et internationales sur l'évaluation participative et sur les démarches participatives en éducation. Alors, je le dis d'emblée, il ne s'agit pas d'un panorama exhaustif, mais le plus complet et divers possible, dans la mesure où un des enjeux est de pouvoir aussi retrouver des expériences concrètes d'évaluation participative. C'est pourquoi nous avons aussi opté pour l'analyse de 6 cas concrets d'évaluation participative dans le domaine de l'éducation, que vous retrouverez également dans le rapport, et j'en présenterai 3 dans la présentation. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question épineuse, qui est celle de savoir dans quelle mesure les évaluations participatives contribuent-elles à la phase de mise en œuvre des politiques éducatives, dans la mesure où effectivement c'est une démarche d'évaluation qui implique fortement les parties prenantes. Elle a peut-être plus que d'autres démarches d'évaluation vocation à peser sur la mise en œuvre, l'exécution des politiques publiques. Pour cela, je vous présenterai une présentation en 2 temps. Un premier temps où je reviendrai sur les enjeux et les principes un peu fondamentaux de l'évaluation participative en éducation. Et puis un second temps où je vous présenterai 3 des 6 études de cas que nous avons réalisées pour concrètement vous appréhendiez les démarches d'évaluation participative. Puis quelques mots de conclusion qui alimenteront, j'en suis sûr, la session de questions-réponses que nous aurons après. Alors, quelques points peut-être de repère sur les enjeux et les approches de l'évaluation participative. Ayons d'abord en tête que l'évaluation participative, c'est une forme très particulière d'évaluation, une forme singulière d'évaluation des politiques publiques, qui va se différencier des formes plus traditionnelles que sont l'évaluation managériale ou l'évaluation pour l'aide à la décision ou l'évaluation scientifique ou statistique, puisque l'évaluation participative, c'est une évaluation qui, comme son nom l'indique, va impliquer des parties prenantes de façon active. Donc c'est une évaluation qui est considérée souvent comme engagée, voire militante, qui est plutôt qualitative, donc qui repose sur des méthodes des sciences sociales plutôt qualitatives, que ce soit l'observation, l'ethnographie, l'enquête par questionnaire, et qui est formative dans la mesure où ce qui va être important dans ce type d'évaluation, c'est peut-être moins la focalisation sur les résultats, sur la démonstration de la preuve, que le processus en lui-même qui va faire émerger des choses inattendues et qui va changer la façon de voir la politique publique. Alors, c'est une forme singulière, mais qui s'est développée dès les années 70 aux États-Unis, avec les premières études qui vont impliquer, notamment dans le domaine de l'aide au développement, qui vont impliquer les acteurs eux-mêmes de la politique publique. Dans les années 80 et 90, on va assister à une conceptualisation des finalités de l'évaluation participative, et aussi un enrichissement des méthodes dédiées à ces évaluations participatives. Et les évaluations participatives vont rejoindre le répertoire assez classique des évaluations. Par exemple, dès 1991, en France, la Société française d'évaluation, qui se créera quelques années après, va adopter un principe qui est celui du pluralisme, c'est-à-dire que l'évaluation doit pouvoir intégrer l'ensemble des points de vue.
Alors pour autant, quand on regarde la littérature spécialisée sur le sujet, on peut noter deux paradoxes assez forts de l'évaluation participative. Le premier paradoxe, c'est qu'on présente souvent l'évaluation participative comme quelque chose d'innovant, d'émergent, une nouvelle approche de l'évaluation des politiques publiques, alors qu'en fait, vous l'avez bien noté, elle existe depuis plus de 50 ans. Ça, c'est le premier paradoxe, qui en dit long aussi sur la façon dont et le rôle qu'ont ces évaluations par rapport à d'autres évaluations. Et le deuxième paradoxe, c'est le fait qu'il y ait une sorte de décalage entre le poids qu'on accorde à l'évaluation participative dans la littérature, dans les discours, dans les différents plaidoyers qu'on peut avoir sur ce type de méthode, et la réalité des pratiques. Il se trouve que l'évaluation participative est assez peu pratiquée. Si je prends encore une fois l'exemple de la France, les différentes études et baromètres qui existent montrent que 7% seulement des évaluations produites chaque année en France mobilisent de façon active les citoyens, usagers, bénéficiaires des politiques publiques. Donc un décalage entre quelque part le succès d'estime de ce type de méthode et l'arrêté des pratiques. Alors c'est un décalage qu'on peut peut-être d'abord expliquer par le fait qu'il il demeure des ambiguïtés sur ce qu'on appelle l'évaluation participative et parfois des désaccords sur la façon de définir l'évaluation participative. Alors, je vous ai mis une citation, une définition proposée par King. Vous trouverez beaucoup d'autres définitions d'évaluation participative dans le dossier, dans la littérature. Certains auteurs parlent d'évaluation démocratique, d'autres d'évaluation pluraliste, d'autres d'évaluation émancipatrice. Peut-être ce qu'on peut retenir ici et pour le reste de la présentation, c'est que pour être participative, une évaluation, une démarche d'évaluation va supposer 3 ingrédients. Le premier, c'est des parties prenantes clairement identifiées et sélectionnées. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des groupes très ciblés et pas de façon floue ou de façon diffuse, les jeunes, les bénéficiaires, mais concrètement, on a des vrais gens qui travaillent sur la politique publique et clairement sélectionnés. Le deuxième ingrédient, c'est que ces personnes-là vont être impliquées tout au long du processus évaluatif et pas seulement à une des étapes, généralement la collecte d'informations par questionnaire. Ça, c'est une modalité d'associer, de faire collaborer les personnes, mais une évaluation participative va les faire travailler tout au long de la démarche, du cadrage de l'évaluation jusqu'à la production des recommandations. Et troisième ingrédient, qui est le fait de dire que ces parties prenantes engagées dans des démarches d'évaluation vont peser, vont avoir voix au chapitre dans le processus évaluatif aux différentes étapes. Elles ne vont pas seulement avoir un avis consultatif, mais vont vraiment avoir le contrôle du processus. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de normes en la matière. Il n'y a pas un petit guide de l'évaluation participative qui dirait une seule méthode, mais bien une hétérogénéité de dispositifs. Et donc, c'est ce qu'on montre dans le rapport. Il y a pratiquement autant de façons de faire de l'évaluation participative que de situations, de contextes de politique publique. Cependant, 3 classifications sur lesquelles je reviens à peine permettent d'y voir un peu plus clair. Une classification d'abord qui a été proposée par Kazins et Whitmore dès 1992, qui est de dire qu'on peut repérer 2 grandes finalités de l'évaluation participative, j'y reviendrai. Une finalité pratique qui est celle d'améliorer le processus évaluatif, de rendre plus indépendant, plus riche, plus robuste, intégrant l'ensemble des points de vue, et une finalité plus transformationnelle, où ce qui va compter, c'est pas tant le processus que le résultat, le changement, grâce à des évaluations impliquant fortement les personnes bénéficiaires de la politique publique ou qui la mettent en œuvre. Deuxième classification qui a été proposée par Anders Hamburger en 2004, c'est l'orientation démocratique en fonction du fait que l'évaluation soit réalisée pour, par ou avec la population. Alors, ça joue peut-être sur les mots, mais ça indique différentes postures des parties prenantes engagées dans cette évaluation et différentes peut-être façons d'encadrer ce travail pour les évaluateurs. Et enfin, la dernière classification, elle est plus opérationnelle encore, elle est proposée par Michael Quinn Patton en 2008 et elle précise des grandes étapes, les grands principes méthodologiques à respecter pour avoir une évaluation participative. Il faut que l'appropriation par les parties prenantes soit réalisée, il faut que le cadrage soit fait aussi
en concertation avec les parties prenantes. Il faut qu'il y ait une démarche de facilitation qui permette entre l'évaluateur et les parties prenantes de pouvoir fluidifier le dialogue, etc., etc. Donc plutôt centré sur la recette ou la méthode pour faire ces évaluations participatives. Schématiquement, ce qu'on peut retenir de ces classifications, c'est qu'il y a deux types d'évaluations participatives. Il y a des évaluations participatives qui sont plutôt là pour améliorer la qualité des évaluations, en limitant les biais, en intégrant l'ensemble des points de vue. Et il y a des évaluations participatives qui ont plutôt pour finalité d'améliorer la vie des citoyens qui y participent et d'améliorer leur implication dans la politique publique. Dans le dossier que vous aurez, on revient assez en détail sur 11 modèles, 11 approches méthodologiques qui ont été proposées pour ces évaluations participatives. Je ne vais pas les détailler ici, vous les trouverez, on pourra y revenir dans la session de questions-réponses. Mais les plus célèbres, c'est l'approche collaborative qui a été conceptualisée par Cousins, par Shula, beaucoup en Amérique du Nord par des Canadiens, qui consiste à partir du principe que les citoyens peuvent et veulent participer aux démarches d'évaluation, mais que pour cela, il faut pouvoir les former, les outiller. Et c'est tout le rôle de l'évaluateur que de proposer des méthodes permettant de faciliter leur participation active et leur engagement continu tout au long de la démarche. Deuxième approche, c'est l'approche empowerment evaluation, ou évaluation émancipatrice ou autonomisante, qui est plutôt l'idée de dire que l'évaluation doit s'adapter concrètement aux parties prenantes qui y participent, où l'enjeu va être plutôt de faciliter la prise de parole des personnes éloignées des politiques publiques, que l'évaluation, ce qui va compter, c'est plutôt la capacité à faire dialoguer différentes parties prenantes, à partager les enjeux, et que l'évaluation est réussie si, à la fin de l'évaluation, les parties prenantes savent mieux les objectifs pour lesquels la politique publique a été conçue, quel est le rôle de chacun dans la politique publique, etc. Donc ça, c'est plutôt des approches qui sont théorisées par Fetterman et qui ont été très développées dans des contextes d'aide au développement ou auprès de populations autochtones. On retrouve cette approche-là sur les approches dites inclusion de communauté, où l'évaluation participative a été très utilisée pour adresser des sujets de politique de santé, de politique sociale, de politique éducative auprès des populations indigènes, en partant du principe que l'évaluation doit pouvoir prendre en compte les particularités des populations auxquelles la politique publique s'adresse, de pouvoir, par exemple, si une population a plutôt tendance à communiquer sous le biais de la tradition orale, ne pas faire une évaluation, c'est bête, mais ne pas faire une évaluation avec de l'analyse de données ou des rapports écrits. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans le secteur de l'aide au développement. Puis deux autres méthodes sur lesquelles je reviens à peine, qui est la méthode MODE, qui a été proposée par Floxley et Plotu à la fin des années 90, qui considère l'évaluation participative un peu comme les jurys citoyens, avec une phase d'abord d'appropriation par chacun, d'expression des points de vue de chacun, ensuite une phase de confrontation de ces points de vue et une phase de coproduction du jugement de façon collégiale et avec pour objectif d'aboutir à des solutions claires et nettes, quitte à ce que certains points soient considérés comme certains points de vue irréconciliables. Puis la méthode CNESCO que vous connaissez sans doute, qui mêle à la fois des expertises scientifiques et des moments de délibération, de dialogue entre experts, entre acteurs de la politique publique, entre citoyens, via le biais de conférences de consensus ou de conférences de comparaison internationales comme celle d'aujourd'hui. Alors, l'évaluation participative, elle est peut-être aussi pas si développée que cela, puisqu'elle a aussi nourri quelques incertitudes quant à sa capacité à fournir des résultats probants et aussi à concilier des enjeux d'ouverture avec des enjeux de rigueur scientifique, des enjeux de décision avec des enjeux de délibération, de discussion. Et donc, nous avons remis dans cette slide les principaux points d'atouts et les limites de ces évaluations participatives.
Alors, comme à tout, on va retrouver le fait que les évaluations participatives bénéficient d'une plus grande légitimité, du fait qu'elles vont mobiliser beaucoup plus de monde, que l'adhésion finalement aux conclusions est plus forte, puisque les gens ont contribué à la création de ces conclusions et de cette connaissance, qu'il y a ensuite une compréhension réciproque de l'ensemble des bénéficiaires et puis une construction collective des solutions, qu'il y a une dimension inclusive à ne pas négliger, et finalement, même si ce sont des évaluations coûteuses, longues, le coût et l'investissement est largement compensé par les coûts évités en cas d'évaluation classique. Par exemple, pensez à un blocage de la situation ou la perspective de non-utilisation parce que les gens n'auront pas été associés. Alors, les principales contraintes, c'est le manque de rigueur scientifique qui fait que parfois ce type d'évaluation peut être décrédibilisé ou pas pris au sérieux par les milieux académiques ou par les décideurs publics qui attendent des démarches probantes, qui indiquent que ça marche ou que ça ne marche pas. La qualité des conclusions aussi, c'est en lien avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce sont des évaluations qui sont parfois plus exploratoires, qui ont plus de difficultés à conclure de façon définitive A ou B. Le risque, c'est qu'elles aboutissent de temps en temps à des statu quo ou un consensus mou et que finalement, on ne sait pas trop quoi retenir de ces démarches d'évaluation participative, que la démarche d'évaluation participative elle-même reflète les inégalités et les logiques de pouvoir qui existent au sein des groupes sociaux, si ce n'est pas pris en compte dans le processus, et que finalement, les coûts aussi sont très élevés. Vous le verrez dans les démarches que je présenterai juste après. On parle souvent sur des démarches de temps long, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans pour certaines évaluations participatives, pour que le dispositif prenne. Alors, quelle application dans le champ de l'éducation? Quand nous avons fait la revue de littérature, nous avons trouvé assez peu d'expériences concrètes d'évaluation des politiques publiques de façon participative dans le champ de l'éducation, bien que beaucoup de textes s'y réfèrent à l'évaluation participative. Donc, on peut dire que l'évaluation participative a trouvé sa place dans le champ de l'éducation. Il y a des ouvrages, on en parle. Les évaluations de politique éducative ont peut-être plus que d'autres politiques le réflexe de vouloir associer les citoyens, d'être plus regardés peut-être que d'autres politiques, mais avec des concrétisations assez timides. Alors, plusieurs raisons expliquent la faible mise en œuvre de l'évaluation participative dans le domaine de l'éducation. D'abord, c'est la place de l'évaluation elle-même dans le système éducatif qui est encore peu développée, souvent mal vue, mal perçue, associée plutôt à de la mesure, qui est aussi fragmentée entre différents acteurs, différentes méthodes. Une focale plutôt macro sur les systèmes scolaires, sur les grands indicateurs, c'est des comparaisons internationales, plutôt que sur les dispositifs très concrets. Et vous le verrez, l'évaluation participative s'applique bien dans des contextes très précis et sur des dispositifs très circonscrits. Et enfin, la prédominance des méthodes quantitatives, avec un S à quantitative, dans le domaine de l'éducation, donc qui est un peu contradictoire avec les méthodes participatives. Alors, quand même, si on s'appuie sur un texte de référence rédigé par Earle et Cousins dès 1992, qui s'appuyait sur l'analyse de 26 cas concrets d'évaluation participative en éducation en Amérique du Nord, eux, ils disent que l'évaluation participative a un rôle à jouer dans les réformes éducatives. Le premier rôle, c'est pas que d'être un simple aide à la décision, mais bien à légitimer les résultats et à favoriser l'appropriation des résultats. Donc, un rôle dans l'utilisation des évaluations et des politiques publiques. Un deuxième rôle à jouer, un deuxième effet, c'est le croisement, l'hybridation entre recherche et travail empirique. Donc, en gros, ça permet vraiment de tisser des liens entre des chercheurs et des décideurs. Il y a des effets d'apprentissage qui sont forts, nous disent Earle et Cousins, notamment auprès des enseignants qui participent à ce type de démarche, qui sortent de leur zone de confort, qui, suite à la participation, s'intéressent davantage au savoir théorique, sont plus enclins à se poser des questions sur ce qui peut influencer la motivation des élèves, donc ça améliore leur engagement. Ça développe aussi les savoir-faire, leur appétence pour les travaux de recherche, pour la connaissance, pour les questionnements. Les partenariats aussi sont de meilleure qualité entre les différentes parties prenantes lorsqu'ils ont pu collaborer dans le cadre de démarches d'évaluation. Ça améliore du coup les questions de gouvernance
et les liens entre les différents professionnels de l'organisation. Et enfin, ça favorise l'acceptation des procédures de contrôle et d'audit. Et ça, nous allons le voir tout de suite avec les expériences concrètes. Ça permet de mieux faire comprendre le but et les finalités des indicateurs, des missions de reporting, de l'évaluation qu'on peut être amené à demander. Alors, un zoom rapide sur les enseignements de 3 études de cas. Alors, je commencerai par une première étude de cas qui est une évaluation conduite aux États-Unis dans le cadre de la démarche Grow for Success, qui était un dispositif mis en place dans plusieurs États américains. Et là, il y a eu une évaluation rapportée par Eversole en 2020, qui est l'évaluation participative au niveau de 5 écoles d'un district urbain du sud-est des États-Unis. Dans ce cadre-là, la démarche Grow for Success prévoyait d'améliorer tout le parascolaire, de faire intervenir des équipes non professionnelles, non enseignantes en tout cas, dans l'établissement, dans les écoles élémentaires, de former les directeurs, donc un certain nombre d'accompagnements des établissements, pour favoriser la performance de ces équipes pédagogiques et aussi les résultats académiques des élèves. Sachant qu'aux États-Unis, vous le savez sans doute, mais les écoles, si elles ne sont pas performantes, peuvent faire l'objet de sanctions ou d'une reprise en main par l'État fédéral. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux sur cette évaluation participative. Et Eversole a testé, dans ce cadre de cette évaluation, une démarche basée sur les approches collaboratives de l'évaluation, en faisant travailler les professionnels autour de grilles d'entretien, de groupes de discussion, d'observation en classe à partir d'une grille d'analyse elle-même élaborée par les professionnels, de questionnaires. Alors, les résultats de cette évaluation, ils sont surtout en termes de méthode, c'est-à-dire que Eversole a profité de cette expérimentation pour raffiner la méthode d'évaluation collaborative. Elle dit en gros que c'est une bonne méthode pour mieux valoriser l'évaluation auprès des acteurs du système scolaire, que ça permet aussi de renforcer les pratiques et de mieux outiller les responsables des établissements scolaires, et ça rend aussi plus flexible ce type de démarche de reporting. Elle dit quand même que l'évaluation collaborative, elle reste compliquée à mettre en place, que les principes sont flous, et que le partage de responsabilités entre qui fait quoi, entre l'équipe d'évaluation, entre les différentes parties prenantes, est toujours assez ambigu. Un deuxième cas d'étude, c'est le cycle d'enquête collaborative, assez proche de la méthode qu'on vient de voir, qui a été mis en œuvre par Rallis et Militello dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme No Child Left Behind, qui est la grosse réforme éducative aux États-Unis au début des années 2000, et pour accompagner des établissements scolaires au niveau des districts, si vous voulez, on pourrait imaginer au niveau des académies en France, pour qu'elles mettent en œuvre les obligations de reporting qui étaient assignées dans le cadre de cette réforme No Child Left Behind. Donc en gros, cette démarche, elle a permis à une douzaine de directeurs d'établissements, les superintendents, de partager leurs questionnements en termes d'évaluation, de s'approprier les indicateurs, de s'approprier des expériences, à travers quelques questions simples, donc en se réunissant une fois par mois, se demandant collectivement qu'est-ce qu'on peut faire différemment, quels résultats souhaitons-nous atteindre collectivement, quelle action entreprendre, comment le faire, quelles données recueillir, etc. Et est-ce que l'action marche? Les résultats, ils sont plutôt positifs, nous disent Rallis et Militello. Les responsables de districts qui sont engagés dans ce type de démarche collaborative sont plus à l'écoute de leur environnement, adaptent leurs procédures et acceptent mieux la critique de la part des professionnels et des parents d'élèves. La méthode contribue aussi à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ils remarquent que dans les écoles où les directeurs ont travaillé en réseau pour mettre en place ces procédures d'évaluation, les résultats se sont sensiblement améliorés, en tout cas les conditions de travail, mais que la démarche se confonde quand même à la question des données de terrain et que les effets se diffusent assez peu au-delà de la petite communauté qui travaille en réseau sur les questions d'évaluation. Donc voilà un peu, je vous ai remis le modèle de Rallis et Militello. Donc il s'agit de faire des cycles d'enquête, des cycles de questionnement et de façon itérative de revenir en permanence sur ces questionnements.
Un dernier cas d'étude, c'est l'évaluation participative d'un dispositif préscolaire sur les modes d'accueil des jeunes enfants, qui a été mené en Belgique par Florence Pirard. Alors, c'est une démarche innovante d'évaluation participative puisqu'il s'agissait d'apprécier la qualité de l'accueil des jeunes enfants dans les dispositifs préscolaires, avec des débats forts en Belgique à l'époque sur comment on devait mesurer l'accueil, est-ce qu'il fallait la mesurer selon une approche très normative, des normes, des standards, ou selon une approche relative en lien à chaque fois avec les contextes et situations. Et donc, pour évaluer ces conditions d'accueil, il y a eu une évaluation menée avec 5 équipes d'évaluation composées de professionnels de l'accueil engagés dans ce type de structure, encadrées par une experte qui a fait travailler ces 5 équipes de façon concomitante, chaque équipe étant libre de choisir les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler, la méthode, la collecte de données réalisée par ces équipes de professionnels et jusqu'au test de solution. Donc, c'est une démarche qui est complète, qui est assez innovante et qui a eu comme enseignement de transformer l'image de l'enfant pour les professionnels engagés dans la démarche et de favoriser l'apprentissage collectif entre les différents professionnels, améliorer l'écoute entre eux. Ça aboutit à des solutions concrètes et des approfondissements chemin faisant. Par exemple, ils se sont rendus compte que le rôle des puéricultrices et des enjeux de santé était sous-estimé dans ce type de politique publique. Donc, ça a amélioré la mise en œuvre de l'accueil et renforcé le rôle de ce type d'acteurs. Et il conclut en disant ce type de démarche participative, ça marche bien si on laisse quand même un cadre assez ouvert au public, on laisse la possibilité d'adapter la méthodologie, on privilégie des instruments qui sont très interactifs, de type des récits, des vidéos, de l'expression orale, et on incite des professionnels à avoir presque une démarche de chercheur en se posant des questions et en se mettant dans un doute permanent. Voilà pour les 3 études de cas. Alors, peut-être quelques mots pour conclure ce panorama à la fois de la littérature et de l'expérience très concrète. En synthèse, je peux dire que en dépit des efforts de conceptualisation, l'évaluation participative reste quand même une démarche peu commune, dispersée, sous-utilisée. Ça reste une forme très singulière et très particulière d'évaluation, qui n'est pas la plus répandue. C'est souvent des démarches longues, complexes, incertaines, puisqu'on ne peut pas dire qu'une démarche va être participative quand on la lance. C'est plutôt qu'à la fin qu'on peut dire si elle a été participative ou si elle a tenu toutes ses promesses. Elle peut être aussi dangereuse parce qu'elle fait bousculer elle bouscule les habitudes et les modes de faire des personnes. Elle est totalement exploratoire. Et leur principale limite est qu'elle n'apporte pas d'éléments probants quant aux résultats et aux impacts des programmes éducatifs. Vous l'avez vu dans les 3 exemples, on a du mal à savoir si finalement cette évaluation tire des programmes qui sont évalués des éléments définitifs de conclusion. En revanche, la conviction à l'issue de cette revue de littérature est forte que l'évaluation participative peut jouer un rôle dans la séquence de mise en œuvre des politiques éducatives, parce qu'elle permet de considérer différemment les enjeux évaluatifs et les commandes de reddition des comptes, en posant les parties prenantes et les professionnels comme des acteurs et non plus comme des personnes qui subissent les demandes d'évaluation. C'est un levier d'empowerment des professionnels et des acteurs. Ça leur permet de prendre part à leur propre politique publique, à partager les objectifs, partager les contraintes, se poser la question des ressources et du sens de leurs actions. Et c'est aussi un vecteur d'innovation et d'expérimentation dans des contextes de mise en œuvre de politiques publiques incertains, avec des enjeux émergents, avec des crises, des situations de blocage. Ça permet de trouver des nouvelles marges de manœuvre. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre écoute. Je reste à votre disposition pour la séquence de questions-réponses que j'espère la plus fructueuse et la plus riche possible.